Ah, ils sont mutés d'en bas. C'est comme un match de commentateurs sportifs. En Pourquoi? regardant. Ben non, ça peut être drôle. Ah, d'accord. Non, il est monté. Ouais, il est muté d'en bas. Ouais. Ah oui, ça marche. Ah, d'accord, ok. Bon. On va y arriver, hein? Ah oui. C'est bon. C'est bon? On y va? Donc, bonjour, nous sommes le dimanche 3 octobre au Paris Event Center. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on fait une conférence, la première pour Homme Avenue par Romfest. Voilà. Et aujourd'hui, on a une belle brochette donc, de producteurs de rhum arrangé. Voilà. Voilà, c'est ça, voilà, c'est un petit jeu de mots. Voilà. Donc, à ma droite, donc, monsieur Cyril Lawson. Voilà. Arthur Bonnet, voilà. Arnaud. Arthur, c'est les Je vais cuisines. y arriver, je vais y arriver. Ouais, excusez-moi, excusez-moi. C'est pas la première, pas la dernière. Olivier Cruz, voilà, et Henri Goldschmidt, voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, donc les rhums arrangés exposent chez les cavistes. Donc on a vraiment un joli éventail de produits. Et donc chacun va se présenter un petit peu, mais savoir aujourd'hui pourquoi cette catégorie dans le rhum est en pleine explosion aujourd'hui. Voilà, peut-être on va commencer par Arnaud, voilà, donc avec les rhums de cèdre, donc voilà. Donc expliquer déjà l'arrivée de la marque, voilà, sur un marché peut-être à l'époque qui était un peu plus pauvre. En effet, alors moi je m'occupe de la communication et du marketing pour les rhums de cèdre depuis 5 ans. C'est Cédric, d'où le nom Les Rhums de cèdre, qui a créé la marque Thé Arrangé de cèdre en 2011, ça fait 10 ans. On a fêté notre 10e anniversaire la semaine dernière. Et c'est vrai que Cédric, quand il a créé les thés arrangés de cèdre en 2011, comme tu dis Laurence, c'était une catégorie qui était présente mais qui n'était pas comme on la voit maintenant en cave et en épicerie fine et sur tous les circuits d'ailleurs. Et Cédric avait un profil d'ingénieur agro de formation. Tout de suite lui est venue l'idée, il faisait des rhums arrangés depuis déjà une dizaine d'années. Lui est venue l'idée d'apporter entre guillemets ses compétences et son savoir-faire dans cette catégorie pour essayer de premiumiser le rhum arrangé en cave et en épicerie fine. Donc il a eu la vision entre guillemets en 2011 de se dire cette catégorie qui est entre guillemets vue par les puristes du rhum comme une catégorie un petit peu décriée ou pas très qualitative à l'époque en tout cas, il s'est dit il y a moyen d'y faire quelque chose en travaillant et en sourçant que des bons produits. Parce qu'à l'époque, le rhum arrangé, on le connaît, c'est d'origine réunionnaise, hein, c'est ça, hein. Voilà, donc c'était plutôt une base de quel type de rhum à l'époque était utilisé? Lui, Cédric, en tout cas, quand il a créé les rhums de cèdre, il travaillait une base de rhum de Martinique et une base de rhum de Guadeloupe. Et sur la partie Réunion, c'était plutôt sur le sourcing des fruits. D'accord. Voilà, entre les fruits locaux qu'on a, nous, à côté de Pornic, puisqu'on est basé entre Nantes et Pornic, l'atelier, et c'est plutôt de la Réunion qu'on avait nos fruits. Voilà, pas le rhum. Alors justement, comment la marque s'est développée? C'est par des recettes, par la transparence aussi de la production Disons que Cédric, comme je vous l'ai dit, est ingénieur agro. Il a une vraie sensibilité sur tout ce qui est R&D et innovation. Donc quand il a créé l'atelier artisanal des rhums de cèdre, déjà il s'est fait certifier bio tout de suite en 2011, ce qui était assez innovant dans l'univers des spiritueux et en tout cas dans l'univers du rhum arrangé. Donc on a eu une recette bio dès 2011, pomme poire bio. Et tout de suite il a eu envie d'avoir entre guillemets une gamme assez large, sans redondance aromatique, pour permettre aux cavistes et aux épiceries fines, puisqu'on est distribué exclusivement en cave et en épicerie fine, de proposer nos recettes à tout type de public qui peuvent être sensibles à ce type de produits que sont les rhums arrangés. Donc de la catégorie, je ne sais pas si on peut voir la slide, bien sûr. Je ne sais pas si ça s'affiche à l'écran, mais là pour l'instant, si on voit la photo, c'est la magnifique baie de Pornic. Et voilà, celle-là, ouais, juste avant. Un peu vite. En fait, on a une quinzaine de recettes permanentes à l'année dans la gamme des thés arrangés de cèdre. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est la gamme telle qu'on l'a constituée au fur et à mesure du temps, sur ces 10 années qu'on vient de vivre. Donc la première, c'était la plus classique, planteur, c'est ça, non? Non, du coup, la première, c'était dans les classiques Ananas Victoria. D'accord. Et en fait, sur cette gamme telle que vous l'avez à l'écran, en fait, c'est par degré. Donc entre les planteurs, où on est sur un jus de fruits de Martinique et un rhum agricole de Martinique, et ensuite 100% bio à 21 degrés, classique à 32, des rhums qui bénéficient d'un vieillissement en fût avant d'avoir le côté arrangé avec des fruits. Et enfin les Graals qu'on a créés en 2019 pour permettre, entre guillemets, aux puristes du rhum
d'apprécier un rhum arrangé, entre guillemets de l'avouer, puisqu'on a des rhums bruts de colonne en base de création. C'est et un donc, PDF. du coup, quand un caviste propose la gamme des tiers rangés de cèdre, normalement, vous avez obligatoirement votre bonheur, peu importe votre niveau de connaissance ou votre niveau d'affinité avec le rhum arrangé. D'accord. Voilà. Donc là, les rhums de cèdre fêtent leurs 10 ans, c'est ça, aujourd'hui? Ça va faire 10 ans, en effet, Voilà. pile poil. 10 ans de belles réussites. Bah, surtout 10 ans de partage, de passion, parce que nos rhums arrangés, évidemment, c'est une catégorie qui se partage, on passe des bons moments, c'est hyper important. Donc nous, on le vit évidemment à l'atelier, on est 10 personnes, dont 6 personnes qui coupent des fruits frais de saison tous les jours au couteau, mis en bouteille à la main. Et c'est vrai que le produit, dans le partenariat qu'on peut faire, par exemple, Oui, donc on a amené. je prends cette bouteille-là qui est un peu originale, elle n'a pas moisi dans une armoire, c'est en fait une gamme qu'on a appelée Point G. C'est une recette en fait, qu'on a immergée pendant 2 mois au fond d'un marais salant, en lien avec un paludier qui est un pote à nous à côté de Pornic, dans le marais breton. Et l'intérêt de faire cette recette-là, c'était de voir tout simplement d'un point de vue expérimental ce que ça allait apporter à la macération d'immerger un rhum arrangé au fond d'un marais salant. Et ça apporte quoi alors? Disons que d'une part ça attire l'attention, donc je ne vais pas le renier, je m'occupe de la com et du marketing, donc c'est vrai que c'est assez sympa comme idée parce que c'est une expérience qu'on fait vivre et partager aux gens qui suivent nos produits. Déjà dans un premier temps, ça leur fait découvrir aussi où est-ce qu'on est basé à côté de Pornic. Et évidemment, il y a un intérêt d'un point de vue aromatique, puisque en fait, comme c'est immergé dans une eau qui est quand même pas très profonde, 40 cm environ, entre la nuit et le jour pendant 2 mois d'été, les fluctuations de température, ça va par exemple donner un effet un peu bain-marie et ça va cuisiner l'intérieur de la bouteille. D'accord. Donc ça va Il accélérer la macération. n'y a pas un côté salin ou Et la perméabilité du bouchon va aussi permettre d'avoir ce côté impact de l'environnement, que ce soit un côté salin ou un côté iodé, qu'on va pouvoir retrouver dans nos macérations Point G. Et Point G, je précise, outre le côté plaisir, exhausteur de saveurs, c'est la référence à la gabelle, puisque le marais breton, c'était le premier bassin de collecte de gabelle au XVIIe siècle. D'accord. Voilà. C'est intéressant. Leçon d'histoire. D'accord. Et On va juste pour passer finir, à la recette des 10 ans. Donc ça, oui, il faut le dire, ça. Voilà. Recette collector, le X pour les 10 ans, c'est la première recette originelle de Cédric, Mangue Passion, qu'on a revisité cette année avec un vieillissement de 2 ans de notre rhum agricole de Martinique en fût de Sauterne et une infusion de curcuma frais de la Réunion pendant 2 semaines dans la base de rhum. Et ensuite, intégration de la mangue et du fruit de la passion. Et là, c'est un des best-sellers là, pour l'année? Disons que c'est une édition limitée qu'on vient juste de lancer depuis 15 jours et qui rencontre déjà un franc succès parce que voilà, il y a un côté très chaleureux qui est apporté par le curcuma frais de la Réunion, côté épicé évidemment. Et le curcuma va vraiment créer ce lien entre les fruits exotiques, entre la mangue, le fruit de la passion. Là, on est vraiment sur une recette collector qui permet de passer de très très bons moments en fin d'année, en famille ou entre amis. Bien, on va goûter en fait, on viendra sur votre stand. Sur le stand, voilà. Exactement Laurence, tu connaîtras mieux les rhums arrangés après le salon je pense. Bon Cyril, voilà, Cyril Lawson, donc pour la fabrique des rhums arrangés. Voilà. Pour la fabrique de la rangée. Pardon, excusez-moi, voilà, j'ai tout faux aujourd'hui là. Voilà. Non mais c'est bien, c'est bien. Voilà. Je t'invite aussi sur le stand. C'est pareil, je vais venir, voilà. Donc là, on quitte les Pays de Loire, voilà, pour aller dans les îles des Caraïbes. Plus précisément en région parisienne, à Marcoussis. D'accord, aussi, d'accord. Voilà. Donc je m'occupe aujourd'hui et je représente la fabrique de la rangée, qui est une marque qui a succédé un petit set dans sa venue sur le marché, puisque les 2 créateurs que sont Sébastien Duchevich et Mathieu Tricoche ont créé la fabrique de la rangée en 2014. Donc c'est une marque qui est relativement âgée aussi, dans cet univers plutôt jeune. Donc ta question qui consistait à dire pourquoi l'engouement des rhums arrangés, on revient un peu depuis quelques années. Donc vous le savez probablement, moi je viens du milieu du rhum agricole, à AOC Martinique, puisque j'ai la chance de représenter la belle maison qui est HSE également. On a un lien depuis 1 an avec la fabrique, puisque nous avons racheté la fabrique il y a un peu plus d'1 année maintenant. Et c'est une nouvelle aventure pour nous, puisque les 2 créateurs sont restés avec nous dans l'aventure, parce que c'est un savoir-faire particulier. Et j'analyse l'engouement pour les rhums arrangés de façon relativement simple, à mon sens. C'est qu'on a besoin de clés d'entrée pour entrer dans le milieu du rhum. On a vu déjà il y a quelques années un engouement pour des rhums, on va dire, sud-américains,
plutôt sucré, qui était, à mon sens, peut-être le strapontin pour arriver sur des rhums plus complexes et un peu moins avec un cahier des charges plus serré. Et je trouve que la famille des arrangés se situe totalement dans cet univers-là. Mais avec une dimension additionnelle qui est celle de la traçabilité, à la fois la traçabilité du rhum, la traçabilité des fruits, la traçabilité des recettes. Et je trouve que c'est effectivement un strapontin pour, on va dire, des personnes qui veulent rentrer dans l'univers du rhum, qui ne le connaissent pas et qui peuvent de façon assez ludique. Tu parlais de partage tout à l'heure et je te rejoins là-dessus, c'est vraiment des spécialités de partage. Pouvoir rentrer dans cet univers du rhum sans avoir de questions à se poser sur est-ce qu'on doit le boire sec, à quelle température. Et donc c'est un marché qui est relativement ludique mais néanmoins très très technique. Parce qu'on a l'impression que tout un chacun peut faire son arrangé chez lui et on a autour de la table des gens qui pratiquent cet art depuis quelques années maintenant et ils savent bien que trouver l'équilibre d'une recette c'est extrêmement compliqué. Il y a plusieurs intrants, on en parlera peut-être tout à l'heure, et qui font peut-être la particularité d'une partie des recettes ou de chacune des maisons. Les intrants sont évidemment le rhum qu'on va utiliser. C'est la base qui est vraiment une des parties les plus importantes. Oui, mais le fruit, il est tout autant, puisque au final, c'est un assemblage de tout ça. Donc dans les intrants, on va avoir évidemment le rhum, on va avoir les différents fruits utilisés avec leur concentration, je dirais, le nombre de fruits ou le grammage de fruits qu'on va mettre dans les recettes. On va avoir évidemment aussi la macération, tu en parlais tout à l'heure, les temps de macération sont très importants pour avoir un produit abouti. Il y a aussi cette dynamique de recherche et de développement permanente. Donc peut-être tu nous parleras tout à l'heure, puisque tu as des recettes assez originales également, qui donnent à cet univers, à ce segment, finalement une dynamique quasiment sans fin, puisque je dirais que le seul frein qu'on ait réellement, c'est celui de notre imagination. Et ça en fait un segment qui est hautement dynamique. Et c'est pas pour rien qu'il rencontre le succès du public aujourd'hui. Je vais rajouter que c'est un segment qui est franco-français quasiment aujourd'hui. C'est vrai, d'accord. C'est intéressant ça. On ne perçoit pas parce qu'on est évidemment nous dans l'Hexagone, mais c'est vrai qu'à l'export, on nous regarde par un moment avec des yeux un peu étranges en se disant qu'est-ce que c'est ça. Et quand ils dégustent, ils se rendent compte que c'est des vrais produits très qualitatifs. Et c'est ce qui fait pour moi le dynamisme de cette catégorie qui a été portée historiquement par, on peut en parler, par Braise qui n'est pas ici mais qui a été une des premières maisons d'arrangés. Évidemment Tissed a apporté son expertise, son originalité et sa personnalité qui a permis vraiment à ce segment de s'ouvrir sur le réseau traditionnel des caves et à être perçu auprès des clients finaux comme un produit à forte valeur ajoutée, ce qu'il est déjà aujourd'hui. Je voudrais rappeler également que, en tout cas sans parler de toutes les maisons, mais de celles que je connais, dont Tissed, que c'est des produits qui sont hautement artisanaux, couper les fruits à la main, les mettre à la main dans une bouteille sur une recette qui a été travaillée avant. Au niveau mondial, c'est presque une hérésie. Aujourd'hui, on a envie d'aller plus vite, d'avoir des coûts qui sont le plus maîtrisés possible. Et quand on fait des rhums arrangés, il faut savoir qu'il y a une partie des coûts qu'on essaye de ne pas voir parce que ça, évidemment, ça prend un temps fou. Mais c'est aussi la garantie d'avoir des recettes à la fois originales. C'est ce qui plaît aussi, je pense, dans la catégorie. Et c'est pour ça que je parlais de la transparence, parce que c'est aussi ce qui ressort quand on parle de notre segment, c'est vraiment cette transparence. Voilà. Merci Cyril. Ouais. Donc là, à ma droite, Olivier, donc de Malo. De Malo Rhum. Voilà. Donc basé à Saint-Malo. Basé à Saint-Malo, exactement. Donc voilà, derrière Arnaud et Cyril. Donc nous sommes basés à Saint-Malo. Nous avons 5 ans d'existence. Nous allons avoir 5 ans d'existence en fin d'année. Donc très rapidement, nous sommes 2 fondateurs. Donc moi-même, humble cuisinier amateur, et Lucas, mon associé, qui lui a toujours vécu de la cuisine. Donc dans des restaurants, traiteur à son compte, enfin voilà. Et nous nous rencontrons il y a 6 ans et dès le premier soir de notre rencontre, nous parlons de rhum arrangé. Nous nous faisons goûter des rhums arrangés de notre propre fabrication et aux grandes surprises, Lucas cuisinait ses arrangements comme je le faisais aussi. Donc nous en fait, la différence avec les 2 confrères qui viennent de présenter leur société, c'est que nous cuisinons nos ingrédients avant de réaliser nos macérations. Donc 2/3 du temps dans une cuisine, l'intégralité des ingrédients excepté le plus important qui est le rhum, enfin, en partie en volume, et subissent des différentes étapes, principalement des cuissons. Nous jouons avec des complexes d'épices. Selon les recettes, on va parler de caramélisation, on va parler de flambage, enfin voilà, diverses choses de cuisine. Et donc nous créons ce qu'on appelle des blocs aromatiques qu'ensuite nous mettons en macération.
D'accord. Donc il y a 6 ans, quand nous nous sommes rencontrés, c'était pas du tout prévu au programme de se lancer dans le rhum arrangé. Alors je vais être totalement honnête, nous connaissions pas du tout le marché. Le rhum était une passion à la base? Alors une très vieille passion. Alors je vais pas parler à la place de Lucas qui n'est pas là, mais pour ma part, j'ai fait ma première macération à l'âge de 16 ans. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. J'en ai 42, donc ça fait un peu plus de 20 ans de macération derrière moi. Il y a eu de l'expérience pendant ce temps-là. Ça fait quelques bouteilles de rhum arrangé. Lucas a commencé à peu près au même âge. Il a la chance d'être un peu plus jeune. Toujours est-il que, comme tout le monde, l'un comme l'autre, nous avons commencé avec des macérations simples. Alors, dans mon cas, c'était un fraise menthe du jardin de mes parents. Et puis très vite, comme nous cuisinions à côté, on s'est rendu compte que de par le fait de confire les fruits, de par le fait de faire des caramélisations, des choses et d'autres, on pouvait aller chercher d'autres aromatiques. Donc c'est vrai que chez Malo Rhum, nous avons aujourd'hui 13 références à la gamme. Donc je ne vais pas revenir sur ce que disaient Cyril et Arnaud, mais 7 sont à base de fruits, puisque bien évidemment dans le rhum arrangé, il ne faut pas se mentir. Incontournable, voilà, c'est ce que les gens ont en tête, c'est sur les premières recettes sur lesquelles ils vont venir, y compris chez nous. En revanche, nous avons 6 autres recettes, dont 2 à base de légumes, celles que j'ai amenées. Donc nous allons classer le cactus dans les légumes, mais celle-ci effectivement est à base de cactus, une autre à base de poivron et d'ail. Nous avons 2 recettes qui sont des infusions uniquement de plantes et d'épices, dans lesquelles pour le coup il n'y a pas de fruits. Nous avons une recette à base de houblon et de malt, donc qui va être une ambiance, on va dire, bière. Et nous avons un café cacao qui ne contient non plus pas de fruits. Donc on casse un peu les codes en fait du rhum arrangé là-dessus. Et Cyril a fait, je pense, une allusion à une recette que nous avons fait il y a 4 ans, enfin 3 ans maintenant, qui était une recette arrangée à base de homard bleu breton de la baie de Saint-Malo. Donc une recette très originale, en édition limitée. Assez iodé, voilà. Pardon. Assez iodé, non? Un peu Alors, iodé, ouais. pour le coup très iodé, les gens pensaient que nous avions mis du sel, pour le coup non, mais c'est effectivement le côté iodé du homard qui ressortait. Et je donne rendez-vous dans un futur plus ou moins proche pour d'autres aventures, puisque je le disais, et à juste titre, le fruit est incontournable dans le rhum arrangé, mais c'est vrai que d'autres choses se préparent chez Malo Rhum. L'idée étant vraiment de continuer sur ce phénomène de cuisine. Je n'ai pas amené, mais j'en profite pour vous dire que nous avons développé une autre gamme de pâtisseries imbibées dans nos propres rhums arrangés. Et d'autres choses suivront. Alors, nous ne ferons pas tout. Les idées ne manquent pas, bien évidemment, comme chez mes confrères, j'imagine. Et puis, c'est lié à la gastronomie, en fait. Alors, voilà, je veux vous dire rendez-vous voilà. À moyen terme. Alors, nous ne ferons pas tout, ça c'est une évidence, mais nous resterons sur ce phénomène de cuisine, puisque c'est vraiment pour ça que nous nous sommes lancés, on va dire, professionnellement. Puisque nous savions que ça n'existait pas, on s'est dit tiens, pourquoi pas essayer. Pour être totalement franc encore, c'était prévu pour être une activité secondaire, puisque Lucas avait son entreprise, moi j'avais la mienne, et puis dès le début en fait on s'est vite rendu compte que de par l'engouement qu'avait déjà ce marché il y a 5 ans, nous nous sommes laissés embarquer dans cette aventure et l'aventure continue. On va tout faire pour en tout cas. Donc Henri, nous on s'est connus dans le monde de la vodka, bonjour, tout à fait. Et du gin, voilà, avec la distillerie du Golfe. Voilà, moi je suis le distillateur de la distillerie du Golfe. Donc on est beaucoup plus récent. Ouais. Donc en fait la distillerie née en 2016, mais on est vraiment sur le marché avec le gin depuis 2017. Mais le gin, on ne va pas en parler parce que c'était l'interview d'avant. Ouais. Et du coup, on est arrivé sur les rhums arrangés l'année dernière, un petit peu dans la suite de ce que disait Cyril. Donc nous, on avait différents produits et pour élargir la gamme, on est rentré sur les rhums d'embouteillage. Donc on embouteillait 4 terroirs et on avait une demande constante de gens d'avoir de l'accessibilité sur ces produits en passant sur des rhums plus sucrés. Or, comme nous, on avait une vraie volonté de développer un produit autour du terroir, de sucrer naturellement des rhums dans une catégorie qui est déjà parfois un petit peu border, on trouvait que ça n'avait pas forcément de sens. Et moi j'avais des attaches en Martinique. Et voilà, c'est sûr que c'était pour nous un bon moyen de continuer dans à la fois le produit accessible, puisque c'est une des signatures de la distillerie, mais aussi avec vraiment ce côté, on va dire, rond, sucre, fruits. Et sur les fruits, on voulait travailler, comme vous le faites également, avec vraiment des fruits mûrs, des fruits de terroir. On source auprès de nos fournisseurs des fruits avec vraiment une identité, de la traçabilité, pour avoir une recette qui soit bonne, constante et avec vraiment un produit qualitatif. Nous, la volonté, c'était d'avoir une gamme qui soit orientée autour de, on va dire, 2 grands axes, soit le fruit, où en toute simplicité on crée une recette autour d'un fruit. Donc c'était la fraise de Plougastel, c'était l'ananas Victoria de la Réunion, la vanille de Madagascar, etc. Pour vraiment donner la puissance et l'infusion d'une plante, d'un fruit ou d'une épice. Et puis ensuite on a fait des duos
voilà, assez facile dans un premier temps. Voilà, on arrive après Tissed et l'atelier qui nous ont ouvert grandement les portes du rhum arrangé, parce que c'est vrai que c'est quand même aujourd'hui grâce à vous qu'on peut vendre des bouteilles, et vous avez quand même bien débroussaillé, comme tu le disais tout à l'heure, entre guillemets, la mauvaise image que ça avait, et aujourd'hui c'est devenu un vrai produit. Et donc nous on arrive avec des choses assez simples dans un premier temps, et ensuite on est arrivé avec des recettes qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Là j'ai apporté pamplemousse, poivre de Timut, et on essaie de travailler des alliances maintenant avec une fruit et un épice. Et l'idée, c'est de faire découvrir, alors encore une fois, on ne les fait pas découvrir aux cuisiniers qui les travaillent quotidiennement, mais de faire découvrir des épices qui sont moins connues. Donc ici, le poivre de Timut, qui est un poivre qu'on commence à retrouver de plus en plus, mais qui est encore peu connu et qui a des notes de pamplemousse. On travaille aussi quelques recettes avec de la fève tonka, qui est une fève particulière entre le café et on va dire grossièrement entre le café et le cacao. Et puis voilà, on travaille une nouvelle recette là autour du poivre, d'un autre poivre. Et voilà, l'idée c'est d'apporter dans notre gamme des éditions qui sortent un petit peu de l'ordinaire avec un fruit et une épice. Et une épice, l'idée plutôt à faire découvrir. Et puis un nouveau format aussi. Ouais, alors un nouveau format, mais voilà, qu'on vient de lancer là pour le salon, des magnums, qui devraient arriver donc autour de 4 recettes. 2 recettes classiques et puis 2 recettes un petit peu plus originales, là, donc comme le pamplemousse poivre de Timut qui arrive sur le marché. Et puis voilà, pour l'instant, c'est les 2 formats que nous avons. Et on a l'impression en fait, qu'au niveau des recettes, il n'y a pas de limite aujourd'hui dans le rhum arrangé, non, c'est ça, non? Non, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. La seule limite qu'on ait jamais, c'est celle de son imagination. Alors, vous avez vu les approches, les angles d'attaque, en fait, peuvent être différents. Ils peuvent sublimer un fruit sélectionné. Là, on a un angle sur le travail des cuissons des fruits qui doivent amener des sucres et une caramélisation différente. Chez Tissed, il y a une approche aussi sur la sélection des fruits à la base, sourcing, on va dire les alliances. Donc on peut vraiment tout travailler. On peut même aller jusqu'au visuel. Le visuel peut être intéressant. Alors nous, de notre côté, par exemple, pour la fin de l'année, on a cette recette qui est noix de macadamia, vanille et coco râpé. Donc on l'appelle boule de neige parce que voilà, vous avez cet effet. Alors c'est un côté très ludique, mais ça peut être aussi une clé d'entrée au-delà de la qualité de la recette. Donc au-delà, je dirais, de toutes ces considérations, ce qu'il faut au final, c'est que le client final est une émotion, hein, c'est ce qu'on souhaite tous, et qui découvre une alliance possible. En fait. Et elles peuvent aller vraiment dans tous les sens, à la fois sur les aromates, les épices, comme tu l'as précisé tout à l'heure, et les fruits de différentes qualités. Et qui voyagent aussi, c'est ça. Et qui voyagent. Ouais. Après, il peut y avoir un travail aussi sur la provenance du rhum, puisque c'est la base. Nous, on a la chance, en tant que producteur de rhum agricole à Houssay-Martinique, d'avoir un sourcing tout tracé, évidemment. Et ça, c'est une question qu'on me pose souvent, et je te précède probablement. Nous, on a abordé ça de façon totalement différente, c'est-à-dire qu'on a fait des tests sur les différentes typologies de rhum blanc qu'on pouvait avoir dans nos batchs, en fait. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des typologies de rhum blanc qui étaient plus propices à laisser une expression aux fruits. D'accord, en fait, ce que veut dire, tous les rhums, en fait, aujourd'hui, ne peuvent pas se faire travailler avec... Si, ils peuvent tous, mais ça, c'est empirique, c'est-à-dire que de notre expérience, on a tendance aujourd'hui à sélectionner des rhums blancs particuliers pour permettre une meilleure expression des fruits, mais probablement que vous travaillez, je vais te laisser parler, mais avec du Martinique et du Guadeloupe, et je pense qu'ils ont eu la même approche également. Quand je vous dis que c'est empirique, en fait, c'est assez simple. On fait une même macération avec 2 ou 3 typologies de rhum, et on goûte au bout d'un mois de macération ou de 2 mois, et on se rend compte qu'il y a des différences perceptibles. Parfois, il n'y en a pas, mais parfois, il y en a. Oui, ce que vient de dire Cyril, c'est exact. Comme tu viens de dire, nous, on a en effet pas mal de tests. On a maintenant passé toute la gamme Thierry Rangé de Cèdre, excepté les bio, en base avec un assemblage Martinique et Guadeloupe. Donc, c'est pas une seule typologie de rhum qui est dans une bouteille. Vous avez obligatoirement un blend Martinique-Guadeloupe dans chaque création Thierry Rangé de Cèdre. On a travaillé des rhums non réduits à la sortie de la colonne de distillation. Donc sur la gamme Graal, on est sur des brutes de colonne, donc à différents degrés aussi quand on les reçoit à l'atelier. Donc c'est vrai que tout ça, ça apporte des particularités bien différentes qui en effet permettent de laisser exprimer le mariage de l'ensemble de façon différente. Donc ça, c'est intéressant de déguster ces différentes entrées en fonction de la typologie des ingrédients, que ce soit la typologie des rhums, leur degré, la sélection des fruits. C'est ça qui est passionnant dans le rhum arrangé, c'est que vraiment, comme dans la cuisine, tu l'as dit Olivier. Voilà. C'est technique en fait, comme le vieillissement ou les finishes, même mais là c'est de la macération. Même le dosage en sucre.
Le type de dosage qu'on va faire va permettre de faire ressortir soit d'avoir un produit très rond, soit de faire ressortir l'acidité de telle ou telle plante ou épice. Donc chaque élément, que ce soit même pour le fût, le sucrage, la réduction, les temps de macération, chaque élément va avoir un impact direct. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec parfois des mêmes recettes, mais une perception gustative qui n'a rien à voir. Les gens recherchent quoi aujourd'hui? La gourmandise, le côté naturel? Il y a tous les profils. Tous les Maintenant, profils. pas pour nous, mais depuis un an, on voit vraiment tous les profils. Et il y avait cette tendance, quand je travaillais auprès de Cyril, d'avoir on va dire des produits similaires qui, on va dire, de façon un petit peu caricaturale, correspondaient à une jeune fille qui aime le sucre. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a des jeunes et des moins jeunes qui sont amateurs de rhum arrangé. On a des gens qui sont amateurs de rhum arrangé très sucré et d'autres beaucoup moins sucrés. Et ça va vraiment de tout type de personnes. On a des gens qui sont amateurs de whisky et qui vont aller sur du rhum arrangé. On a des gens qui veulent absolument en boire avec de la pâtisserie. Pour eux, maintenant, c'est le rhum arrangé. Il y en a qui veulent garder ça pour les digestifs. Donc, et maintenant, on l'a même dans du cocktail. Donc aujourd'hui, la demande, enfin pour notre part, la demande, elle s'est vraiment élargie. Nous, quand on a lancé la gamme il y a un an, l'idée, c'était de la rentrer au catalogue pour les cavistes. Et aujourd'hui, on la vend en bar. Donc voilà, même aujourd'hui, pour des professionnels, on arrive à proposer ce type de produit à des bars parce qu'ils ont eux-mêmes une demande auprès de ce type de produit. Et c'est un produit qu'on peut utiliser en cocktail, j'ai l'impression, aujourd'hui. Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai, comme dit Henri, l'univers du bar, c'était un univers qu'on n'avait pas du tout développé nous concernant. Et on a créé avec Mathieu Gouret, qui est barman au Century Café à Nantes, une gamme d'une dizaine de tissettes cocktails pour montrer qu'on pouvait aussi utiliser des rhums arrangés en base de création dans l'univers bar pour faire de très bons cocktails arrangés. Et c'est vrai que ça a permis aussi de montrer dans l'univers du bar que c'est des produits ultra qualitatifs qui spontanément ne parlaient pas des barman parce qu'évidemment il y a un travail qui est réalisé en amont. Mais l'univers de création, il est génial à partir de rhum arrangé. Donc c'est vrai que ces tissettes cocktails que Mathieu a développé pour nous, ça fait 2 ans et demi qu'on les expérimente. Et ça ne fait que valoriser la qualité de tout ce travail qui existe dans la catégorie rhum arrangé maintenant. Ouais. Et vous, Olivier, donc... Non, moi, je dis pour le consommateur qui n'a pas un shaker chez lui, qui n'a pas énormément de connaissances dans la mixologie, j'ai presque envie de dire que le rhum arrangé est un prémix. On a déjà une base d'alcool, une base de sucre et un équilibre entre l'acidité et les différentes plantes. Il y a déjà beaucoup de saveurs, donc après... Exactement, donc souvent, juste un tonic, une ginger beer, etc. va suffire à avoir un cocktail très rafraîchissant. Donc ça, c'est vraiment nouveau, ça, au niveau de la catégorie, de travailler au-delà. Alors, nouveau, je ne sais pas, parce que nous, on a un an, donc on est nouveau, mais nous, du coup, c'est le début. C'est assez nouveau. En fait, il y a t'en parlais tout à l'heure, les barman ont habituellement envie d'avoir des produits bruts qui vont travailler eux-mêmes. Et on a tous vu dans les bars, chacun faisait son petit arrangé de son côté, etc. Ce qui a changé, je pense, c'est la qualité des produits que vous avez devant vous aujourd'hui, qui les font eux aussi réfléchir en se disant il y a de la recherche, il y a du temps de macération et c'est un produit noble. Donc je pense que c'est aussi leur regard qui est en train de changer en se disant il y a peut-être arrangé et arrangé, entre guillemets, l'arrangé qu'on peut faire chacun, voilà, quand on n'est pas professionnel en testant, on a tous fait des tests comme ça, j'imagine, en se disant bon, ben, c'est pas mal, mais ça manque d'équilibre. Et finalement, le boulot qui est fait par les marques qui est en face de vous permet aussi à des barman de s'approprier ces produits pour les sublimer dans une création. Ce qui est une logique un peu différente et je pense que ça vient de la montée en gamme de la catégorie qui est ultra premium, je le redis encore une fois. Le rhum arrangé, tel que les marques que vous avez devant vous sont des marques qui sont premium parce qu'elles font la recherche de l'équilibre de la recette dans un premier temps avec des tests de fruits. Il faut imaginer ce que c'est, aller sourcer des fruits, aller les chercher. Alors nous, pour la fabrique, on a la chance d'être à côté de Rungis. Donc à chaque production, on va systématiquement choisir les fruits avant qu'ils arrivent à l'usine. Alors ça paraît rien, mais un fruit à belle maturité, évidemment, aura une expression aromatique totalement différente d'un fruit qui va arriver, même s'il est de bonne qualité à la base, avec un niveau de maturité moindre, par exemple. Donc l'ensemble de cette montée en gamme globale permet aussi au barman de se dire, bon, il y a un boulot tellement dingue en face, que cette partie-là, finalement, je ne saurais pas la faire. Je n'ai pas ni le temps de la développer, ni les matières premières de la mettre en œuvre. Et je m'approprie les recettes qui sont en face pour les sublimer dans un cocktail que je vais donner et qui va être d'une extrême originalité, du coup, puisque ce sont des produits qui sont originaux et qualitatifs. Parce que le prix moyen aujourd'hui d'un rhum arrangé chez un caviste, c'est à peu près combien ?
D'accord. Ouais. C'est déjà un bon rhum en fait quand même. Oui, c'est abordable. Alors, ça va on va dire de 32, 33 euros jusqu'à 40 euros en fonction des recettes. Il y a des recettes qui vont un peu au-dessus quand elles titrent un peu plus en degrés en fait, parce qu'évidemment on a une fiscalité qui est liée au degré d'alcool et donc les droits sur alcool et la vignette vont venir. Aujourd'hui, on est entre combien et combien au niveau degré alcoolique Alors ça dépend des maisons, mais toi tu es à 21 pour le plus bas. Ouais. Jusqu'à 45, nous on est à 32 jusqu'à 42, 45 également. 35 pour tout, pour l'instant. 32, ouais, voilà. C'est une base quand même relativement moyenne. Et là, on touche un point, par exemple, qui peut expliquer aussi ce succès, cet engouement. C'est qu'on se situe sur une fourchette de prix qui va être abordable pour quelqu'un qui veut découvrir un rhum. Évidemment, quand on a des rhums qui sont bien au-dessus, quelqu'un qui ne connaît pas l'univers des rhums aura peut-être du mal à franchir le pas et à se dire je vais dépenser 50 ou 60 euros pour une bouteille alors que je n'ai pas la connaissance du produit. Là, on a un côté je dirais appétant quand on voit les bouteilles. On a aussi côté gourmand, souvent un jeu de couleurs et une matière vivante, que ce soit le pamplemousse à droite ou l'ananas ou par exemple les noix de macadamia. On a envie de la regarder. La bouteille, il y a un côté qui est très très vivant et on se projette assez rapidement dans la consommation. Et c'est une consommation, je dirais, qui est décomplexée. C'est-à-dire qu'on la mette avec des glaçons purs ou qu'on la serve en digestif ou qu'on mette au point son propre cocktail. Nous, on n'a pas de préconisation, si ce n'est le plaisir et le partage. Le voyage. Et vous, Olivier, comme vous cuisinez vos rhums arrangés, est-ce que c'est une approche qui intéresse le monde de la gastronomie ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui. Nous avons des partenariats avec des restaurateurs. Je reviens sur l'exemple du homard. Donc oui, quelques belles tables ont travaillé le produit, soit en accompagnement du plat, soit sur des flambages avec ce fameux rhum au homard, soit dans l'intégration dans des sauces. Le cactus que j'ai devant moi, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, un restaurateur de Bretagne est en train de travailler dessus. Donc nous avons eu la chance de goûter ses premiers essais. Pour faire un plat en fait Pour faire un plat sur un poisson. Donc voilà, donc des choses intéressantes. Alors bien sûr, chez nous, nous allons les utiliser aussi. Bien sûr. Ouais. Bien évidemment. Rapidement, nous sur le cocktail, c'est vrai que c'est quelque chose que nous n'avons pas du tout développé. Peut-être que nous nous trompons et on va peut-être s'y intéresser pour le coup, mais nos mélanges sont des combinaisons de plusieurs ingrédients et puis nous utilisons des complexes d'épices dans toutes nos recettes. Donc il y a une complexité et une intensité qui est déjà présente, peu importe la recette. Alors, comme nous ne sommes nous-mêmes pas des faiseurs de cocktails, peut-être qu'on se trompe complètement et que voilà. Je sais que les confrères sont déjà sur ce domaine-là, ils sont en train de l'expliquer, mais c'est vrai que nous, c'est quelque chose dont on ne s'est pas du tout intéressé. Mais voilà. Peut-être qu'on va y venir du coup. Ce qui est intéressant, c'est que le rhum arrangé, qui avait justement une image assez peu valorisante, intègre le monde de la gastronomie haut de gamme. Nous après c'est pareil. Nous ayant toujours fait des rhums arrangés, c'est vrai que nous avons été très surpris dans les premiers mois de Malo Rhum, puisque c'est vrai que c'était on s'est rendu compte que c'était quelque chose d'un peu qui était tourné un peu à la plaisanterie et voilà, donc c'est vrai que nous c'est pas du tout l'approche que nous avions chez nous. Après Cyril a cité Brésil qui sont les premiers Bretons à avoir vraiment professionnalisé le rhum arrangé il y a une quinzaine d'années, peut-être un peu plus même. Donc Cédric bien sûr qui était déjà bien présent sur ce marché et c'est vrai que nous n'avions pas du tout cette approche-là. Et puis j'espère que nous faisons partie des opérateurs qui montrent qu'effectivement le rhum arrangé c'est tout sauf une plaisanterie. Chez nous, comme chez nos confrères, tout est manuel. Chaque bouteille est une macération. Nous avons différents types de balances, puisque après les cuissons, on va tout retrier, on va tout repeser. Donc des balances qui sont au gramme et des balances au dixième de gramme, pour être totalement franc, sur les infusions. Donc c'est des choses très précises. On veut que ça soit homogène dans le temps, on veut qu'il n'y ait pas de différence dans les recettes. Donc c'est tout sauf une plaisanterie, bien évidemment. C'est un produit très technique, comme un rhum vieilli avec une finition. C'est d'autres technicités, ça, mais c'est un produit qui est assez complexe finalement. Et le côté plaisanterie du départ prend vite fin lorsqu'on déguste ces produits et on va dire que l'opérateur explique sa mise en œuvre et on se rend compte que c'est vraiment un segment ultra complexe et encore une fois qui est franco-français. C'est important de le dire. Mais mine de rien, je pense que ça induit aussi la culture qu'on a globalement pour la gastronomie et les vins. On en parlait tout à l'heure en off après votre émission sur les gins, de cette approche à la française et je pense que c'est quelque chose qui est
peut-être central, même si on ne le perçoit pas aujourd'hui, d'aller à la complexité, à l'essence des choses, au cultivateur, on va dire à l'agriculteur qui va produire les fruits. Souvent en les écoutant, on a des idées souvent sur les recettes, de comment eux l'utilisent ou l'utilisaient historiquement, sur les épices. Donc c'est quelque chose c'est un segment qui est vraiment aujourd'hui extrêmement noble, et c'est pas pour rien. S'il a rencontré son public, je pense qu'il est mieux aujourd'hui parce qu'on a des opérateurs qui ont une qualité qui est juste incroyable et dont il faut se rendre compte. Le rhum arrangé aujourd'hui est une vraie locomotive pour le marché des caves. Parce que c'est aussi un ticket d'entrée dans un univers qui est beaucoup plus complexe, qui est celui du rhum en général, et qui dit ce qu'il est. C'est ça que je trouve bien dans la rangée, il dit ce qu'il est. Il dit quel fruit il utilise, il dit quel rhum il utilise, quel niveau de sucre il utilise. Et du coup, cette traçabilité, elle est de nature à séduire les cavistes qui ont envie d'offrir des expériences, on va dire, uniques à leurs clients et de savoir ce qu'ils leur proposent. Et je dirais par antinomie, et sans vouloir faire d'amalgame, mais à certaines provenances de rhum où on a eu des débats un peu animés sur leur niveau de sucre, etc. Oui. Je trouve que le segment des arrangés, qui est encore une fois franco-français, mais en avant un vrai savoir-faire qui est celui de l'alliance en fait des saveurs, que ce soit des fruits, des aromates comme vous les travaillez, des épices, et on peut en être fier aujourd'hui. Et encore une fois, c'est un strapontin pour l'univers global des rhums. Et des rhums un peu plus complexes qui, eux, nécessitent peut-être une mise en œuvre, une compréhension un peu différente. Alors, au niveau de l'export, est-ce qu'aujourd'hui, donc, en Europe, aux États-Unis, est-ce que c'est quelque chose qui se développe actuellement? Nous concernant, c'est vrai que les tiers en Jet 7 sont présents dans 10 pays, à différents niveaux. C'est sûr qu'en Belgique, au Canada, avec la SAQ, on est évidemment plus présent qu'en Italie, en République tchèque, en Autriche. En Italie, par exemple, on a beaucoup plus d'écho auprès de la scène bar. Donc c'est les barman qui vont être attirés par nos produits pour les travailler en mode cocktail. Notre recette à base de lulo, qui est un fruit colombien, va être utilisée pour faire un Mai Tai. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant, en fait, dès qu'on démarre un marché à l'export, de voir comment est perçu notre produit, comme l'expliquait Cyril. Ça peut toujours les étonner parce qu'ils disent qu'est-ce que c'est ces fruits dans du liquide. Ils ne pensent pas spécialement au rhum comme ça quand on voit les bouteilles. Et en dégustant, là du coup on repart un peu de la page blanche, c'est-à-dire qu'on peut créer beaucoup de choses avec eux. C'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de temps, beaucoup de travail de lancer un rhum arrangé à l'export avec un importateur. Mais en effet le champ des possibles est assez sympa à développer. Voilà. Et toi Henri, justement, tu vises aussi l'export là avec Alors nous, on vise l'export sur notre gin et nos vodka. Si on peut mettre nos rhums arrangés, on le fera. On en est qu'au balbutiement. Encore une fois, ça fait qu'un an. On va essayer cette année par le bien d'un salon. Mais voilà, c'est sûr que je fais la partie avec les anisés. Ça fait partie des consommations qui sont, comme le disait Cyril, très très françaises. Et donc il y a, comme tu disais, une rééducation à faire. Comme nous, on l'a fait d'ailleurs pour le gin auprès de nos consommateurs français. Sur le rhum arrangé, il y a une éducation à faire auprès des consommateurs en leur laissant la liberté de l'apprécier comme ils le veulent. Donc on est au pied d'une montagne à gravir, mais on va la gravir ensemble et un jour les rhums arrangés français rayonneront à travers le monde, j'en suis sûr. Comme le rhum agricole. Ouais, enfin on peut l'espérer en tout cas, mais c'est vrai qu'en fonction des marchés, on a parfois je pense que tu as eu ça, des réflexions où tu te dis bon ça va être plus long que prévu quoi. Je pense qu'attaquer le marché japonais avec ça, c'est juste impossible. Et va savoir, peut-être que ce sera celui-là qui... Parce que souvent les Japonais sont surprenants, mais je pense à des on va dire des pays proches. Alors la Belgique, tu seras assez d'accord, il y a une culture qui fait que il y a une porosité qui a été très rapide, mais pour un marché comme l'Allemagne par exemple, qui est très friand des rhums agricoles, puisque c'est un segment que je couvre aussi. Sur les rhums arrangés, ils sont un peu plus dubitatifs, notamment le fait que les fruits trempent. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de consommation, mais pour l'instant ils ont du mal à comprendre ce qu'on fait. Je sais que sur l'Italie, les premières démarches qu'on a eues, c'est un peu pareil. Ils disent écoutez, pour nous il n'y a pas de marché, c'est quoi Alors quelques barman, effectivement, eux ça les intéresse. Donc c'est assez disparate. L'Angleterre aussi, sur lequel c'est un peu compliqué pour eux de le percevoir. L'Espagne, ça commence tout doucement, mais c'est plutôt les marchés de frontières, évidemment. Donc beaucoup de frontaliers français vont chercher en Espagne. Donc on va dire que c'est les balbutiements encore, mais il faut qu'on bosse effectivement pour expliquer comment on travaille, quels sont l'intérêt. Et souvent la dégustation, il y a de très bons retours.
mais c'est visuellement que les clients finaux, aujourd'hui, ils ont l'habitude d'avoir des liquides qui sont transparents et ils ont du mal à se projeter, quoi. Voilà. Et puis on est sur un produit sensible. Le consommateur de spiritueux, il sait que sa bouteille, elle est imputrescible. Et là, on arrive avec un produit qui est très sensible, le fruit. Et donc, en effet, nous, on a souvent des réflexions de gens qui nous disent, mais du coup, est-ce que les fruits vont pourrir? Est-ce que ça va finir en purée? Est-ce qu'il faut que je boive la bouteille en une fois? Des questions pratiques. Voilà. En fait, voilà, il y a cette méconnaissance de l'impact qu'a le rhum sur le fruit, qui fait que je pense à l'export, quand on n'a pas l'habitude, il faut reprendre à partir de zéro. Et vous, Olivier, par rapport à tout ce qui est fruits de mer, vous allez continuer un peu l'expérience? Alors, non, le homard était une édition limitée, donc elle n'a pas normalement lieu de revenir, même si nous avons des demandes. Par contre, voilà, je vous dis rendez-vous dans un futur proche, il y aura d'autres choses. Alors, il n'y aura pas des recettes dans la typologie du homard tous les mois ou tous les ans. Mais ça avait fait grand bruit il y a 2 ans d'ailleurs sur Rumfest. Nous nous étions vus il y a 2 ans sur le Rumfest. Non, ça avait fait grand bruit, je m'en souviens. Oui, voilà, ça avait fait parler. Et puis j'espère que la majorité des gens l'avaient apprécié, cette recette. Mais oui, non, il y en aura d'autres à venir, on va dire dans cette veine-là. Après, voilà, il faut pas. Enfin, je pense qu'il ne faut pas qu'on en fasse trop souvent des extraterrestres, entre guillemets, comme celle-ci. Mais oui, il y en aura d'autres, des originales, bien évidemment. Ouais. Rapidement sur l'export nous concernant, nous n'en faisons pas du tout. Et c'est vrai que c'est pas au programme de Malorum. Puisque voilà, je pense que nous n'arriverons jamais déjà toute la France, et c'est vrai que nous nous concentrons sur la France. Alors un peu dans ce que vous êtes tous en train de dire, messieurs, c'est vrai que je pense que c'est très franco-français aujourd'hui, même si certains marchés semblent à l'écoute, et de par l'originalité de ces combinaisons et de ces cuissons et compagnie, c'est vrai que pour l'instant c'est pas du tout quelque chose que nous envisageons. Alors après voilà, peut-être qu'un importateur nous abordera et viendra chercher nos recettes originales, mais pour l'instant c'est pas du tout quelque chose sur lequel nous nous portons. Merci Olivier. Merci pour beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses là, en 45 minutes. Voilà. Donc on t'attend sur nos stands respectifs. Alors c'est ça, parce que il faut faire ton éducation, cher Laurence, j'ai l'impression. Merci en tout cas. Et bon salon. Voilà. Un dernier mot Arnaud, non Non, on peut tous t'offrir une bouteille si tu le souhaites, Laurence, pour que chez toi tu le dégustes de façon reposée. Voilà, avec plaisir. Merci. Comment ? Merci beaucoup en tout cas. Ouais. On peut peut-être inviter les gens qui nous écoutent à venir nous voir, non? Qu'en penses-tu, on pourrait. Donc nous vous attendons aujourd'hui et demain. Demain. D'accord. Jusqu'à 18h demain. 18h demain. Voilà. Donc sur le salon Rhum Avenue. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.